Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, je viens répondre à la question d'un abonné, d'un étudiant qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut compléter ou remplir la déclaration des IPR ou voire même de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. Alors, pourquoi on a combiné ces deux types d'impôts? Parce que tout simplement, ces deux types d'impôts sont toujours complétés dans la même déclaration. Donc, ces deux impôts ont une déclaration unique. Voilà pourquoi on les a combinés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour compléter la déclaration des IPR, y compris de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés? Premièrement, vous devez d'abord avoir le formulaire de la déclaration. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'avoir? Il faut tout simplement soit le télécharger en ligne ou soit vous adresser à la DGI. Et là, vous aurez facilement le formulaire de la déclaration. Mais cette déclaration a été toujours accompagnée par une page de notes explicatives. Donc, ces différents éléments que vous voyez ici, ce sont les éléments explicatifs qui montrent comment est-ce qu'on peut compléter, n'est-ce pas, la déclaration des IPR ainsi que de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. Alors, tel que vous voyez cette déclaration, la déclaration a des différentes parties qu'il faut compléter. La première partie, c'est concernant les services. Donc ici, vous devez indiquer les services gestionnaires ou les services dans lesquels vous êtes assujetti. Si c'est le CIS, vous indiquez les CIS concernés. De l'autre côté, il y a une case dans laquelle on doit mentionner les numéros de dépôt. La deuxième partie de cette déclaration doit nous renseigner sur les salaires du mois. Il faut mentionner si c'est le mois de janvier, vous complétez. Si c'est le mois de février, vous complétez ce mois. Et de l'autre côté, nous avons une place réservée pour l'année. Il faut compléter l'année concernée. Après, nous avons la troisième partie, c'est lié à l'identification du redevable. Premièrement, vous devez compléter le nom ou soit la raison sociale du redevable. Vous complétez les sigles, n'est-ce pas, de cette raison sociale. Ça peut être complété sous forme de sigles. Vous devez également compléter l'adresse physique du redevable. Vous devez également compléter les numéros impôts du redevable. Ok. Il faut compléter également les numéros d'identification nationale. On peut également compléter l'adresse postale, les numéros de téléphone, voire même l'adresse email. Ok. Après ça, nous avons la quatrième partie, c'est relative au calcul de l'impôt. Alors, dans cette partie, nous avons plusieurs éléments à vous expliquer. Nous avons premièrement la colonne des catégories salariales. Nous avons également la colonne des nombres de chaque catégorie salariale. Nous avons la colonne des rémunérations brutes imposables. Nous avons ensuite la colonne des rémunérations nettes imposables. Nous avons la colonne réservée aux IPR ou au montant des IPR. Nous avons également la colonne réservée, n'est-ce pas, au montant de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations. Et ensuite, nous avons la colonne réservée, n'est-ce pas, à l'impôt total dû. Alors, premièrement ici, en termes de catégories salariales, nous avons les nationaux non imposables. Alors, à l'époque, lorsqu'on avait les barèmes à 10 tranches en matière d'IPR, la première tranche de ces barèmes avait un taux de 0%. Donc, dans une entreprise, il y avait certains travailleurs, n'est-ce pas, dont leur rémunération était située dans cette tranche. Et ces travailleurs-là ne supportaient pas le poids de l'impôt. Voilà pourquoi, s'il s'agit de travailleurs d'origine congolaise qui étaient situés dans cette situation, il fallait mettre leur nombre. Il fallait également mettre leur rémunération brute imposable. Il fallait ensuite mettre leur rémunération nette imposable. Et partout ici, là où on a noirci les cases, il ne faut rien y mettre. Ok? Nous avons maintenant le cas des travailleurs d'origine congolaise qui sont imposables en matière d'IPR.
il faut mettre leur nombre. On fait la même chose, on complète leur rémunération brute imposable. On peut également compléter leur rémunération nette imposable. Et ici, on peut compléter les montants de l'IPR de ces travailleurs. Alors, ce que je peux ajouter à ce niveau, alors si on dit rémunération brute imposable, ici, il faut mettre, n'est-ce pas, le total de toutes les rémunérations brutes imposables de ces agents. Même chose ici, il faut mettre le total des rémunérations nettes imposables de ces agents. Alors ici aussi, vous allez mettre le total des IPR de tous ces agents. Alors vers la fin, vous allez prendre ces montants, vous allez les mettre dans la case liée à l'impôt total dû. Nous avons ensuite le cas des expatriés non imposables. C'est presque la situation similaire aux nationaux non imposables. On pouvait également avoir des expatriés, n'est-ce pas, dont les rémunérations étaient situées dans la première tranche du barème à 10 tranches. Et ces expatriés-là ne pouvaient pas supporter le poids de l'impôt. Mais il fallait mettre également leur nombre, leur rémunération brute imposable, voire même leur rémunération nette imposable. Nous avons maintenant les expatriés imposables. Vous devez mettre leur nombre, la sommation de leur rémunération brute imposable. Vous devez mettre aussi la sommation de leur rémunération nette imposable. Vous devez aussi mettre la sommation du montant de l'impôt en matière d'IPR de ces expatriés. Il faut aussi mettre les montants liés à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. Et ce montant ici sera supporté par l'entreprise, okay, ou par l'employeur. Et vers la fin, pour compléter cette case, vous allez prendre tout simplement la sommation du montant de l'IPR plus la sommation du montant de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés, et cela vous donnera les montants à compléter dans cette case. Vous pouvez aussi être dans une situation d'une entreprise dans laquelle il y a des associés actifs. Un associé actif, c'est un associé, n'est-ce pas, qui peut jouer un autre rôle dans l'entreprise au-delà d'être associé. Il peut être soit gérant, il peut être, je ne sais pas, le directeur d'un département quelconque. S'il y a des associés qui jouent d'autres rôles, qui ont d'autres fonctions dans l'entreprise au-delà d'être associés, il s'agit le cas des associés actifs. Et là, il faut mentionner leur nombre, il faut mettre leur rémunération brute imposable, il faut également mettre leur rémunération nette imposable, et il faut mettre la sommation également de l'IPR qu'ils ont supporté. Et ces montants-là, vous devez les mentionner dans la case liée, n'est-ce pas, à l'impôt total dû. Après ça, on peut être dans une situation, n'est-ce pas, d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise unipersonnelle. Et là, il s'agit le cas de l'exploitant individuel. Et vous devez mentionner l'effectif. L'effectif ici, c'est toujours 1, okay, parce que c'est le cas d'un exploitant individuel. Vous allez mettre sa rémunération brute imposable. Vous devez également compléter sa rémunération nette imposable. Vous devez mettre les montants de l'IPR qu'il a supporté et vous prenez ces montants, vous les complétez dans la case liée à l'impôt total dû. Alors, après ça, vous pouvez vous situer dans une situation dans laquelle l'entreprise a engagé les travailleurs occasionnels, les travailleurs qui n'ont pas les contrats d'engagement avec l'entreprise. Il faut indiquer leur nombre, il faut indiquer leur rémunération brute imposable, voire même leur rémunération nette imposable. Puis, vous allez mettre le total de l'IPR qu'ils ont supporté. Et ces montants-là de l'IPR qu'ils ont supporté, vous allez les compléter dans la dernière case ici liée à l'impôt total dû. Et ensuite, on va maintenant tirer, n'est-ce pas, le total par colonne. Vous allez faire la sommation, n'est-ce pas, des nombres de travailleurs concernés, vous mettez ça là-bas. Vous allez faire la sommation des rémunérations brutes, vous mettez ça là-bas. Vous allez prendre la sommation des rémunérations nettes imposables et vous complétez là-bas. Même chose pour l'IPR, même chose pour les montants aussi de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. Alors, vous pouvez aussi compléter les montants total à payer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il s'agit d'une entreprise qui a eu des travailleurs d'origine congolaise, vous allez prendre le total de l'impôt dit
pour ces agents. Si on avait les expatriés, vous allez ajouter les expatriés de ces agents, donc les montants liés à l'impôt de ces expatriés. Ok. S'il s'agit d'une société qui avait des associés actifs, vous prenez aussi ces montants-là. Ok. Et si la société en question avait des travailleurs occasionnels, vous allez prendre ces montants et c'est ce qui va constituer évidemment les montants total à payer. Ok. Mais aussi, les montants total à payer peut être constitué ou peut être établi en prenant le total des montants de l'IPER plus le total de la colonne de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. On peut compléter ces montants ici. Donc les montants qu'on peut trouver en faisant la sommation de ces deux cases, ok, ces mêmes montants doivent correspondre également au montant total à payer. Alors s'il s'agit d'une entreprise individuelle, ok, ou d'un exploitant individuel, là on doit regarder est-ce que cet exploitant avait des travailleurs d'origine congolaise. On va prendre l'IPER de ces agents d'origine congolaise. On doit regarder est-ce qu'il y a des expatriés. On fait la sommation de ces expatriés. On ajoute ça aussi. On doit aussi prendre l'impôt que ces travailleurs exploitants individuels va supporter. Ça concerne beaucoup plus les patrons de l'entreprise. Ok. On va aussi regarder si l'entreprise en question avait des travailleurs occasionnels. On fait la sommation de ça et c'est ce qui donnera le montant total à payer. Si c'est une entreprise unipersonnelle, on ne peut pas avoir l'IPER associé actif. On ne peut pas avoir ça. Alors, vers la fin, qu'est-ce qu'on peut aussi vous montrer? Alors, l'entreprise aussi doit indiquer le mode de paiement. Si c'est le mode de paiement en espèces, il faut cocher. Si c'est le mode de paiement par l'avis de certification, il faut cocher. Ou soit c'est à travers les chèques certifiés, il faut cocher. Si c'est à travers les virements, il faut également cocher. Alors, on peut également mettre les sceaux de l'entreprise. On peut compléter la date, machin. On peut également mettre les noms ainsi que la qualité du signataire. La dernière partie ici, ça concerne l'administration fiscale. Alors, je vais vous montrer rapidement une déclaration déjà complétée, n'est-ce pas? Et cela va vous aider à bien maîtriser tout ce que nous venons de vous expliquer. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on avait fait? On avait complété les services, c'était un CIS. On avait complété tout ce qui est comme numéro de dépôt. On avait complété les mois, c'était le mois d'avril. On avait complété l'année. On avait complété la raison sociale. On n'avait pas complété les sigles, ok, mais on avait quand même indiqué l'adresse physique de l'entreprise ou du redevable. On avait également complété les numéros impôts. Alors, pour les autres éléments ici, relatifs au numéro d'identification nationale, à l'adresse postale, au numéro de téléphone, y compris à l'adresse email, ces éléments n'ont pas été complétés. Alors, concernant les calculs de l'impôt, dans cette entreprise, ils avaient juste 11 travailleurs d'origine congolaise. Ils avaient tiré le total par colonne de ces 11 travailleurs. Ils avaient également indiqué leur rémunération brute imposable de ces 11 travailleurs. Et ils avaient tiré le total. Ils avaient également indiqué la sommation de leur rémunération nette imposable. Et ils avaient tiré le total colonne. Ils avaient également indiqué le total du montant de l'IPER que ces 11 travailleurs avaient supporté. Ils avaient mis le total à ce niveau. Et ils avaient également indiqué, n'est-ce pas, l'impôt total est dit. L'impôt total dit, c'est juste le montant d'ici qu'on avait reporté là-bas. Et pour trouver le montant total à payer, ils avaient juste récupéré cette valeur-là. Et c'est ce qu'ils avaient mentionné à ce niveau. Ou soit, ils avaient pris le montant total de l'IPER plus le montant de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations. Là, il n'y a rien. Et cela avait donné ce montant que nous voyons ici. Et cette valeur, c'est la même chose avec le montant total à payer.
Ils avaient également indiqué le mode de paiement, c'était le mode de paiement par l'avis des certifications. C'est ce qu'ils avaient coché à ce niveau. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Et puis, n'oubliez pas également de partager les vidéos pour ne pas être égoïste. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.